Bonjour tout le monde et bienvenue sur Géant Velu. Aujourd'hui, je vous propose une histoire un peu ancienne qui vous rappellera certainement les déboires du pauvre Albert Haussmann, capturé en pleine nuit alors qu'il campait. Ce récit a été collecté par Peter Byrne, l'un des chercheurs de Bigfoot les plus emblématiques de la deuxième moitié du XXe siècle, aux côtés de John Green, René Dahinden et Grover Krantz. Jusqu'à son décès en 2023, il n'eut de cesse de se rendre sur le terrain et de collecter des témoignages pour tenter de prouver l'existence de ces créatures. D'après les légendes indiennes, un grand nombre de Bigfoot vivaient autrefois sur l'île de Vancouver. C'est un immense territoire d'une superficie de plus de 32 000 km², situé au large de la Colombie-Britannique, sur la côte ouest du Canada. Si les natifs craignaient et respectaient la race de géants velus, ils reconnaissaient cependant qu'ils étaient plutôt pacifiques. Une politique du chacun chez soi qui semblait satisfaire les deux parties. Jusqu'à ce qu'un membre de la tribu des Nootka prétende avoir été enlevé et séquestré par un groupe de Sasquatch à l'automne 1928. Cette curieuse histoire a été racontée par le père Anthony Terrard de l'abbaye du Mont Angel, dans l'Oregon. C'était un prêtre missionnaire très apprécié qui avait parcouru la côte ouest de l'île de Vancouver pendant de nombreuses années. Il vivait à Nootka à cette époque et connaissait très bien Muchalat Hari. C'était un excellent trappeur, même parmi ses compatriotes. Il était dur, intrépide et en parfaite forme physique. Lorsqu'il posait des pièges, il avait l'habitude de passer de longues semaines seul dans la forêt, ce que l'Indien moyen ne faisait pas à cette époque. Les natifs de la côte étaient apparemment un peuple plutôt timide et semblaient considérer l'épaisse forêt comme la demeure et le territoire de leurs voisins velus. Lorsqu'ils devaient s'y rendre, ils n'y allaient jamais seuls. Mais Muchalat était différent. L'homme ne craignait rien dans ces bois. À la fin de l'automne 1928, Muchalat Hari partit en forêt avec ses pièges et son matériel de camping. Il prévoyait d'y rester pendant plusieurs mois. Il se dirigea vers sa zone de chasse préférée, le long de la rivière Conuma. De Nootka, il pagaya sur son canoë jusqu'à l'embouchure de la rivière. Là, il cacha son canoë et remonta en amont. À environ 20 km, il établit un petit campement et construisit un appentis de fortune. Une nuit, alors qu'il était emmitouflé dans ses couvertures et portait uniquement ses sous-vêtements, il fut soudainement ramassé par un énorme Bigfoot mâle et emmené dans les collines, à seulement 4 ou 5 kilomètres. Lorsque le soleil se leva, il découvrit qu'il se trouvait dans une sorte de camp, sous une haute corniche rocheuse et entouré d'une vingtaine de Bigfoot. Il y avait des mâles et des femelles, et ils étaient tous de taille et de couleurs différentes. Pendant un moment, ils s'agglutinèrent autour de lui et le dévisagèrent. Les mâles curieux étaient devant, suivis par les femelles, et enfin par les jeunes, qui dansaient d'un pied sur l'autre pour essayer d'apercevoir quelque chose. Muchalat Hari avait très peur. Mais sa peur se mua en terreur lorsqu'il remarqua qu'un grand nombre d'os traînaient autour du campement primitif. Quand il les vit, il fut convaincu que les géants velus allaient le dévorer. Mais les Bigfoot ne lui firent aucun mal. De temps en temps, l'un d'entre eux s'avançait prudemment et le touchait du bout des doigts. Lorsqu'il découvrait que sa peau était lâche, car il s'agissait en fait de ses sous-vêtements en laine, il tirait doucement dessus. Pendant qu'il le regardait et l'examinait, Muchalat Hari était assis dos à la paroi rocheuse et ne bougeait pas. Malgré le froid et la faim, il ne pensait qu'à sa fuite. Vers la fin de l'après-midi, la curiosité des Sasquatch sembla quelque peu se relâcher. La plupart d'entre eux avaient quitté le camp, probablement en quête de nourriture. L'occasion était trop belle. L'Indien se leva d'un bond et courut aussi vite qu'il le put, sans jamais se retourner. Il fonça vers la rivière et arriva rapidement à son campement. Mais il ne s'arrêta que lorsqu'il atteignit l'endroit où il avait caché son canoë, à l'embouchure de la rivière Conuma. Il arriva à Nootka vers 3 heures du matin. Le père Anthony et ses frères bénédictins dormaient, et le village était complètement silencieux. Ils furent soudainement réveillés par une série de cris. On alluma des torches, et tout le monde se précipita vers la berge. Ils trouvèrent Muchalat Hari gisant dans son canoë, épuisé et en hypothermie. Il était pieds nus et ne portait que ses sous-vêtements, qui étaient mouillés et déchirés. Il semblait avoir pagayé toute la nuit. Le père Anthony et ses compagnons se dépêchèrent de porter le corps presque sans vie à l'intérieur. Il fallut 3 semaines pour remettre Muchalat Hari sur ses pieds, aussi bien physiquement que mentalement. Le père Anthony l'avait personnellement pris en charge et a même dit à Peter Byrne qu'au cours des 3 semaines, les cheveux de Muchalat Hari étaient devenus complètement blancs. Le rescapé mit du temps à parler de son enlèvement. Au début, il ne se confia à personne. Puis il raconta au père Anthony ce qui s'était passé. Lorsqu'il fut complètement rétabli, on lui demanda quand il comptait retourner récupérer ses affaires. Après tout, il avait laissé tout son équipement au camp. Ses casseroles, son fil de piégeage
et surtout son fusil. Tout ce matériel était d'une valeur inestimable pour un Indien en 1928. Un fusil à lui seul était un bien très précieux. Mais Muchalat Hari n'y retourna pas. D'après le père Anthony, il ne quitta plus la colonie de Nootka et ne mit plus jamais les pieds dans la forêt de toute sa vie. Il préférait perdre tous ses objets de valeur et ses biens durement gagnés plutôt que de risquer une nouvelle rencontre avec les géants velus. À la fin de l'année 1972, Peter Byrne eut l'occasion de visiter l'île de Vancouver. Il se rendit à Gold River et obtint une carte des environs de Conuma auprès de la police locale. Avec sa voiture, il suivit un chemin forestier qui descendait jusqu'à l'embouchure de la rivière, puis établit son camp sur la berge. Il y resta quelques jours, explorant minutieusement les environs. Il essayait de trouver les restes du campement abandonné de Muchalat Hari. Il trouva un excellent emplacement, à une vingtaine de kilomètres de l'embouchure de la rivière, au bord d'une falaise. Il pouvait même voir les saumons nager. La nuit, il les entendait barboter dans les eaux peu profondes de la Conuma. Il n'était pas rare qu'il aperçoive des ours noirs parcourir la berge, ramassant les poissons qui s'étaient échoués pendant la nuit. La région était principalement sauvage et inhabitée, et l'embouchure de la rivière était l'un des plus beaux endroits qu'il ait jamais vus. Les journées commençaient avec la brume matinale qui semblait émaner de la rivière. Les soirées automnales étaient fraîches et humides, tandis que les nuits étoilées étaient si claires qu'il pouvait presque lire. Peter Byrne ne trouva aucune trace de Bigfoot le long de la Conuma, ni aucun signe du campement de Muchalat Hari. Ce qui ne surprit guère, car la forêt pouvait tout avaler en un demi-siècle. Mais même si l'incident commençait à dater, la rivière et la forêt, elles, étaient restées les mêmes. Les saumons, les ours et les oiseaux, l'eau froide et claire de la Conuma, les rives couvertes de mousse. Tout était comme 40 ans auparavant, lorsque Muchalat Hari y cacha son canoë et installa son campement. Il n'est pas surprenant que son camp soit resté introuvable. Un simple abri de bois et des fournitures datant des années 20 auront au fait de disparaître dans un environnement préservé et humide. Ce récit est également intéressant car il place le phénomène dans un contexte ethno-culturel. Il est cohérent avec la cosmologie Nootka et les croyances locales. Ensuite, Muchalat Hari a raconté son histoire au père Anthony en 1928, bien avant que Bigfoot ne devienne un phénomène culturel. Il est donc peu probable que le trappeur ait été influencé par les médias. Son comportement présente quant à lui des signes évidents de stress post-traumatique. Il est à moitié nu, terrorisé, en état de choc, et refuse de retourner dans la forêt. C'est comme si tout son monde s'était écroulé après cet incident. Il se voyait comme un trappeur hors pair, maître de son environnement, jusqu'à ce qu'il réalise que ces créatures ont toujours été là, à l'observer sans qu'il ne se rende compte de quoi que ce soit. Enfin, il y a, comme souvent dans ces histoires, des détails qui sont pour le moins difficiles à inventer. Il y a d'une part un groupe de créatures qui vivent ensemble, dans une sorte de campement où des os jonchent le sol. Ensuite, certaines semblent très intéressées par son vêtement. Byrne ne le précise pas, mais étant donné l'époque, j'imagine Muchalat Hari dans une espèce de grenouillère, comme on peut le voir dans les westerns. Il n'est donc pas surprenant que les Bigfoot soient intrigués par cette combinaison un peu lâche qui peut faire penser à de la peau. Pour finir, le père Anthony rapporte que les cheveux de Muchalat Hari sont devenus complètement blancs. Si on ne peut bien évidemment pas le prouver, une étude datant de 2020 démontre cependant que le stress pourrait accélérer le blanchissement des cheveux. Je terminerai sur le point suivant. Si les événements se déroulèrent sur la côte ouest de l'île de Vancouver, Albert Haussmann aurait été enlevé dans les environs de la baie de Toba, qui n'est qu'à une petite centaine de kilomètres de là. On a déjà évoqué plusieurs fois les monstres voleurs d'hommes des Spokanes. Ici, il semble que les géants velus aient régulièrement recours aux enlèvements dénués de toute forme de prédation. Imaginons un instant que ces créatures puissent intégrer des êtres humains à leur groupe social. Ils observaient peut-être Muchalat Hari depuis longtemps. Un trappeur endurci capable de passer des mois en forêt ne serait-il pas un atout certain pour leur groupe? Ne serait-il pas digne de les rejoindre? C'est aussi ce que je soupçonne concernant Haussmann. On peut aussi imaginer que ces créatures considèrent qu'un être humain seul dans les bois est perdu ou exilé et a besoin d'un nouveau clan. Ces rencontres laissent à penser que les Bigfoot de cette région partagent une sorte de culture commune. Ces Sasquatch ont enlevé des êtres humains, potentiellement pour les adopter. Ils ne les ont ni intimidés, ni menacés. Ils les ont juste pris là où ils étaient, comme on l'aurait fait avec un chiot ou un chaton. J'ai un peu de mal à organiser mes pensées sur le sujet et à trouver les mots justes, mais je pense que vous voyez ce que je veux dire. C'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche, d'aimer et de partager si ça vous a plu. Vous pouvez également soutenir financièrement mon travail sur Patreon. Je vous mets le lien en description.
Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous laisse à vos réflexions. À très bientôt.